Bonjour à tous les Kémites et à tous les Kémètes partout où vous me suivez en ce moment. Aujourd'hui, je vous ai apporté un sujet extrêmement important qui s'intitule le mouvement citoyen et les ONG Nouvelle colonisation en Afrique. Un sujet qui s'annonce déjà à une problématique dont l'objectif est de démasquer tous les mouvements citoyens, les ONG et les organismes internationaux en Afrique. Quel est l'objectif de tous ces mouvements citoyens? Et qui sont ou qui est derrière tous ces mouvements citoyens? Et s'il y a bien de gens qui sont derrière tous ces mouvements citoyens, c'est-à-dire qu'une puissance financière, quel est son objectif? C'est ainsi que l'objectif même de cette vidéo est de révéler certaines choses. Rappeler pour d'autres cette main noire synchronique, non éclairée, qui est offusquée. Je dois vous démontrer à travers cette vidéo, à l'aide aussi, en partie, de cet ouvrage que je dois faire, la Nagogie. Je dois l'expliquer. Un ouvrage qui s'intitule « Les réseaux Soros à la conquête de l'Afrique ». Il y a celui qu'on appelle George Soros. Mais il y a une particularité dans cette vidéo, car ici, je n'explique pratiquement pas sa biographie. Mais je dois vous citer les mouvements citoyens, les chaînes YouTube, les journalistes, les sites web, le presse écrite, les ONG, les chaînes traditionnelles et les experts, les prétendus experts. Ces gens-là qu'on invite dans des chaînes traditionnelles pour venir expliquer lorsque peut-être il y a une problématique, il y a un problème économique dans un quelconque pays, ils sont invités pour expliquer d'une manière bancale les explications dont eux-mêmes ne maîtrisent même pas. Je dois vous expliquer tous ces gens-là. Le plus grave est que même le prétendu ONG défenseur des droits de l'homme, de Human Rights Amnesty International, vous allez comprendre que malgré que ces gens-là bénéficient de la profession admirable auprès des Africains, je ne parle pas des Africains avertis, je ne parle pas des Kamites qui ont une connaissance, des récumérés, une connaissance trop élevée. Je parle des Africains qui sont malléables, manipulés par l'Occident. Je dois vous faire comprendre toutes ces structures consistent à créer ce qu'on appelle la révolution colorée. Ce n'est pas une vraie révolution entendue par les Africains. Et pour entrer dans le vif du sujet, je dois faire juste un briefing du profil de Soros. Ce monsieur est d'abord d'origine juive, orthodoxe, écrivain en langue espéranto et juriste qui a gagné sa vie dans l'escobarderie, c'est-à-dire dans l'escroquerie. Langue espéranto, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est la langue qu'on voulait créer, parce que l'initiative aboutit en échec, pour imposer, comme l'Occident a toujours cette politique d'expansion, il voulait imposer la langue espéranto, mais cela n'avait pas abouti. Et pour continuer avec le profil de ce monsieur, le monsieur a profité de la crise majeure qui s'est passée en Royaume-Uni en 1992. Et il a également profité de cette crise pour vendre en découvert 2 milliards de livres. 2 milliards de livres. Vendre en découvert, vendre ce qui l'on ne dit pas. C'est-à-dire que vendre en spéculation. Escroquer les gens. Faire l'échange en spéculation. C'est-à-dire que c'est que j'en ai pas. Mais je vous dis que si vous me donnez ça, moi j'ai ça, je vais vous le donner. J'ai le titre. Les économistes connaissent de quoi je parle. Et le monsieur a trafiqué en spéculation plus de 10 milliards pour faire sauter les banques anglaises. Et aujourd'hui, ce monsieur est devenu le messie des mouvements citoyens. Où la majorité des jeunes s'adhèrent, comme je peux qualifier, des moutons de panurge, sans pour autant faire l'auscultation, sans ausculter la puissance financière
Puisque lorsqu'on arrive à ausculter la puissance financière, la deuxième question, c'est de comprendre pourquoi cette puissance, sans bénéfice, sans intérêt, pourrait aider un mouvement citoyen qui ne va pas en échange donner un bénéfice à ces financements. Bien qu'on vous traduit que ce sont des financements philanthropiques. Philanthropisme, philanthropique, ça n'existe pas. Au XXIe siècle, l'Africain doit cesser de penser qu'il y a un Père Noël. D'autres peuples, comme avait dit le professeur Théophile Obenga, travaillent pour enfin vous donner l'argent gratuitement. Ça n'existe pas au monde. Les Français, les Américains, les Chinois, les Anglais ne peuvent pas travailler pour verser leur argent parce qu'ils aiment beaucoup les Africains. Cela, ça n'existe absolument pas. Et dans cet ouvrage, comme je vous avais dit, qui va m'accompagner tout au long de cette émission, je vais vous lire dans la page 190 sur le milliardaire philanthrope, c'est lui qui s'érige en philanthrope, c'est lui qui finance les mouvements citoyens, c'est lui qui finance les ONG et les organismes internationaux, comment lui-même a procédé pour faire sa fortune. Et si on comprend la manière dont la personne a fait sa fortune, on va comprendre le pourquoi il est en train de soutenir les mouvements citoyens. Il est en train de motiver les jeunes, motiver la jeunesse africaine. Et quel est l'objectif? Et la jeunesse africaine n'arrive même pas à comprendre la puissance dans laquelle ce monsieur continue à polluer l'Afrique, afin de renverser non seulement des dirigeants africains, mais aussi d'enchevêtrer sous une autre forme de la nouvelle colonisation. C'est ce que vous appelez souvent impérialisme. Et l'impérialisme aujourd'hui a changé sa forme. Bien que le fond reste le pillage illicite. Mais dans sa forme qu'il opérait auparavant, l'impérialisme, il a changé sa forme. Et pour vous lire, je vais vous lire, en 1990, le Royaume-Uni connaît une crise économique majeure. Le 16 septembre, George Soros voit à découvert 2 milliards plutôt de livres sterling contraignant la banque d'Angleterre à sortir la monnaie britannique du système monétaire européen. S'ensuit une chute de la livre qui permet à George Soros de gagner 1,1 milliard de dollars. Et lorsque ce messie a gagné cet argent, il a créé une flopée de fonds, tous enregistrés à offshore. Vous connaissez offshore. C'est là où tous les voleurs du monde, tous ceux qui gagnent leur argent de ce qu'on appelle argent mal acquis, vont garder dans ce qu'on appelle des offshore. Parce que là-bas, il n'y a pas de contrôle. Là-bas, on ne va pas vous sortir dans l'aquarium. On ne va pas citer que tel a autant. C'est là aussi où la majorité des présidents africains vont gérer leurs prétendus biens. Lorsqu'ils font des gabégies dans leur pays, ils vont gérer leurs biens, c'est-à-dire l'argent volé dans leur pays, pour garder ça dans des banques européennes, de ce qu'on appelle des offshore, en Luxembourg et dans d'autres pays. Mais je dois vous livrer aussi un secret. Ouvrir une parenthèse pour vous livrer un secret. Pense pas que les sous-dictateurs africains ne gardent leur argent dans des offshore par sentiment. Non. Ils payent ce qu'on appelle la tribulation. Payer les frais de vassalité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ainsi. Lorsque quelqu'un, comme Ali Bongo, président actuel du Gabon, dont son père, bon, certains disent que ce n'est pas son père, bon, on prend ceci. Lorsque Omar Bongo, qui lui a succédé, gardait ses biens, gardait ses argents
dans des banques européennes. Il achetait des appartements en France et dans beaucoup de pays d'Europe. Et après sa mort, ce pays nous ont dit que l'argent lequel Messier Omar Bongo avait acheté tout ce bien ne lui appartenait pas. C'était l'argent des Gabonais. C'est-à-dire ce sont des biens mal acquis. Et vous pensez que quelqu'un comme Ali Bongo n'a pas connaissance à cette information. Si moi qui vous parle, j'ai cette connaissance que lorsque je deviendrai plus tard peut-être un chef d'État africain, je ne peux pas garder le bien de mon pays. Parce que moi, je ne volerai pas. Dans d'autres pays. Et surtout hors le continent africain. Alors que je sais que Omar Bongo, on avait confisqué tout ce bien sous prétexte de biens mal acquis. Le bien mal acquis dans lequel on n'a pas aussi restitué au peuple gabonais. Le président d'Isaïr, à l'époque, Mobutu, qui mettait leur argent en Suisse, dans le compte banque suisse. Et par la suite, on n'a pas restitué cet argent au peuple congolais. Et vous pensez que les présidents africains n'ont pas cette connaissance? Ils ont cette connaissance avérée. Mais le problème qui est là, ce n'est pas d'avoir la connaissance, mais c'est justement de payer la vassalité. Payer la vassalité, c'est l'esclave qui continue de payer à son maître. Parce qu'à l'époque, l'esclave travaillait bénévolement. Et la différence entre un esclave et l'esclavage qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail est qu'aujourd'hui, si vous travaillez, bien que le travail est extrêmement difficile, le travail, il n'y a pas la suffisance entre le travail et la somme payée comme salaire, mais au moins vous êtes payé par quelque chose. Je n'écarte pas le dumping social. Mais la différence est que lorsqu'il y a l'esclavage, vous, on vous fait travailler sans pour autant que vous recevez un seul ducat. Voilà la différence. Et que les présidents africains continuent de payer la vassalité, continuent de payer les frais comme des esclaves. Ça, c'est ce que font les présidents africains. Et c'est la même méthode que la reine Djinga avait refusée au XVIIe siècle. C'est ainsi que le roi du Portugal connaissait déjà la fermeté de la reine Djinga, tandis que celle-ci avait été dans la lignée royale. On l'a écartée pour mettre Ngola Henri, qui était facile à manipuler. C'est ainsi que vous avez vu la reine Djinga qui était dans la lignée royale, qui devrait gérer le royaume de Matamba, de Ndongo. On l'a mis de côté pour mettre en place celui qui était facile à manipuler. C'est aujourd'hui aussi, l'histoire se répète, les présidents africains qui ont une connaissance irréfragable que leurs biens, malgré qu'ils fassent des gabegies dans leur pays, mais le bien gardé en Europe sera par la suite transformé comme le bien des trésors publics dans le pays dans lequel ils ont gardé leurs biens. Donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre, que ce n'est pas vraiment ce que vous croyez que ces gens-là n'ont pas de connaissances. C'est vrai, il y a peu d'intérêt à connaître aussi le profil de Soro, mais vous devrez comprendre un tout petit peu son profil de ces prétendus philanthropes qui a l'objectif à édulcorer l'Afrique. Son objectif est d'enchevêtrer pour le bénéfice de l'Occident. Et je dois vous dire les pourquoi et quelle méthode ce monsieur procède pour soutenir les mouvements citoyens. Puisque cette méthode n'est pas d'aujourd'hui, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Et à l'occurrence, d'après mes recherches,
j'ai résolu que ce monsieur s'approche d'une méthode qui était en Russie à l'époque, à l'IRSS, de ce qu'on appelait Komiten. Komiten. Pour Gabarouchki, en Russie. Puisque ce parti communiste international, créé par Lénine, succédé ensuite par Staline, consistait à contrôler tout ce qui se passait en Russie. Mais ce parti était revendiqué par d'autres personnes qui se disaient hors politique. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation avec des mouvements citoyens africains. Vous entendez souvent dans la bouche de la jeunesse africaine qui se réclame comme jeunesse hyper connectée, jeunesse hyper consciente, apolitique, mais qui mène des actions contre la politique, qui ont des objectifs de cachexie, c'est-à-dire d'affaiblir les mouvements ou d'affaiblir la politique. Et parfois, moi, je me demande, ça consiste à quoi, la société civile? Là, je sais que vous allez me dire, mais il vient d'où celui-là? Il ne sait pas que la société civile, ça existe partout en Europe. Parce que l'image, la vision de l'Africain consiste à récupérer tout ce qui est dans la perspective européenne. S'il y a les partis politiques, il y a aussi les partis d'opposition, il y a les partis au pouvoir, qui se disent d'autant plus que nous sommes là pour le peuple. Nous sommes mandatés pour le peuple. On parle au nom du peuple. Et ça consiste à quoi? Les sociétés civiles. Les sociétés civiles ont pour quel objectif? On va nous dire non, les sociétés civiles ne se configurent pas, n'est pas dans cette structure politique, mais qui mène des actions politiques et toujours politiques. Et lorsque ce monsieur adopte cette méthode de comité, c'est justement pour permettre à une évolution systémique d'enchevêtrer les Africains. C'est-à-dire quoi? Pendant longtemps, l'Occident a bien compris que soutenir des mouvements réfractaires, des mouvements rébellions, ça pourrait causer des ennuis, ça pourrait causer des dégâts extrêmes. C'est ainsi que le nouveau système, c'est de contourner les révolutions. C'est ce qui se passe notamment en Venezuela. Le président vénézuélien Maduro est enchevêtré par ce même système. C'est quoi le système que le monsieur Maduro est enchevêtré? Par ce qu'on appelle l'agiotage. Je vous avais dit que j'avais ouvert plusieurs exemples, plusieurs pistes pour vous faire comprendre comment ces mouvements opèrent. Et quel est l'objectif principal de ces mouvements? Ce n'est pas parce que ce mouvement se déclare qu'on veut le changement, qu'on veut l'alternance, qu'on veut la démocratie, et que la puissance financière a aussi les mêmes objectifs. Ne s'oriente pas certainement dans l'objectif ou dans la vision principale de la jeunesse manipulée, j'estime. D'abord, ce monsieur a commencé à jouer un grand rôle dans la période de guerre froide. On imposa un système qu'on appelait à l'époque, qu'on continue aussi d'appeler aujourd'hui, des fausses informations, sous la connotation des fake news. Fake news. On dit que non, je pense que mes informations aussi seront traitées de fake news, c'est-à-dire que les informations qui sont fausses, ou des hoax, des fausses informations qui véhiculent sur Internet. Mais l'objectif de monsieur était de contrecarrer la montée du communisme pendant la guerre froide. Voilà son objectif. Sans oublier que celui-ci avait créé depuis 1979, si je ne me trompe pas,
ce qu'on appelle Open Society Institute, qui a changé le nom en 2010, pardon, pour devenir l'Open Society Foundation. Avant même de se lancer dans la quintessence même de ce qu'on va parler dans cette vidéo, de ce qu'on va parler des mouvements citoyens, il est d'abord de comprendre que ce monsieur a opéré en Europe de l'Est pour commencer d'abord ses aventures d'enchevêtrer en Europe, à soutenir des mouvements protestataires en Europe. Il a participé de ce qui était passé en ex-Yougoslavie, ex-fédération yougoslave. Ce monsieur avait participé dans un mouvement qu'on appelait à l'époque Otpor, un mouvement de résistance créé en 1898. Otpor, qui s'appelle Otpor. Une organisation politique créée en 1998 avec le soutien de l'organisation américaine National Endowment for Democracy et des milliardaires philanthropes George Soros. Voilà où le nom de ce monsieur arrive. C'est-à-dire que vous allez comprendre que le monsieur ne peut pas débourser ses moyens, ne peut pas mettre ses moyens justement pour ne rien gagner à la fin. Son objectif n'est pas seulement de promouvoir la démocratie, parce que ce n'est pas son objectif. Ça servirait à quoi, moi, mettre mon argent pour promouvoir la démocratie dans des États dans lesquels je ne dois absolument pas bénéficier, dont je ne tire pas un profit sans qu'il y ait une vision mercantile. Pourquoi je mettrai mon argent? C'est ça les questions principales, les questions primordiales que l'Africain doit comprendre. Et ce mouvement a participé à la chute de l'ex-président de la Yougoslavie, un monsieur qu'on appelait à l'époque, son nom, Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic, l'ancien président de la République, de l'ex-fédération de la Yougoslavie, et autant de dirigeants. Parce que lorsque la Yougoslavie est sautée, il y avait le président qui était arrêté, un prétendu cour pénal international, et aussi plusieurs dirigeants comme Ivan Marovic, Svaj Popovic. Je vais vous lire comme je vous avais toujours dit, dans la page 24 et 25 pour comprendre vraiment la réalité qui s'est passée dans ce pays. Otpor, les mouvements serbes, Otpor, résistance, créé en 1880, comme je vous l'avais dit. Donc, l'objectif et les financements provenaient de l'Amérique, et en particulier par le monsieur qu'on appelle George Soros. Voilà comment le monsieur a fait en sorte qu'il y ait une dislocation, qu'il y ait une suppression d'une fédération que les gens avaient créée par autant de peine. Et ce monsieur a fait sauter cette fédération. Et le monsieur est le premier à soutenir le mouvement citoyen en Afrique. C'est ainsi que dans son propre pays d'origine, Hongrie, Viktor Orban, la majorité les connaissent, ancien premier ministre hongrois, a chassé son université qui s'appelait Europe centrale, créée en 1991. À Budapest, il a aménagé cette université à Vienne. Dans son propre pays, il voulait continuer à malmener la psychologie de la jeunesse, donner des bourses d'études en Hongrie. C'est ainsi que le gouvernement de Orban a compris cette hégémonie, a compris cet aspect sournois que le monsieur George Soros opérait dans son pays.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé son université. Il a dit, plus question que la jeunesse hongroise soit manipulée. Mais ça reste encore. C'est ainsi que vous voyez un homme du KGB averti tôt sur la construction de cette muraille. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a bien compris que ces mouvements s'opèrent d'abord à travers des entreprises. Il finance des entreprises. Il finance des ONG. Il finance des organismes internationaux. Et demande, il faut qu'il y ait la libéralisation de tout le secteur économique. Et lorsque les secteurs économiques sont libéralisés, cela va permettre à ces gens de s'implanter, de venir avec des financements pour s'implanter trop vite. Et lorsqu'ils s'implantent, ils vont commencer à dicter leurs lois dans ce pays. Et M. Poutine, comme a bien compris ce système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéralisé aussi comme tout le pays. Il a ouvert le marché public au marché privé, dans le secteur privé. Mais il a dit quelque chose. En Russie, toutes les entreprises peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous pouvez vous concurrencer dans le marché national, mais lorsque les produits sortent hors de la Russie, c'est l'État qui va fixer les prix. Et tous les organismes internationaux qui siègent en Russie vont être subventionnés que par la Russie. Voilà Vladimir Poutine. Vous ne pouvez pas venir créer une ONG, un mouvement prétendu citoyen, et que les subventions proviennent hors de Russie. Poutine a dit niet. C'est ainsi que dans la problématique qui s'est passée en Maïdan en 2013, Poutine avait bien compris la puissance financière étrangère qui voulait non seulement récupérer l'Ukraine, mais qui voulait s'approcher de la Russie en s'appropriant de la Crimée. Puisque la Crimée était d'abord une partie, c'était d'abord une région russe à l'époque, qui était attribuée en Ukraine en 1954. Et la majeure ou la majorité des gens qui habitent dans ce lieu sont des Russes. Et lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé en Maïdan en 2013, Vladimir Poutine a dit non, on va annexer les parties. Moi, je ne soutiens absolument pas ce genre de politique d'expansion. Mais les États-Unis aussi avaient fait la même chose. En 1846, en annexant le Texas, qui ne leur appartenait pas, la majorité le savent. Et ici, je n'ouvre pas cette parenthèse, parce que c'est vraiment un sujet hyper important que je viendrai pour parler autre fois. C'est ainsi que vous avez vu Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine en charge de l'Europe, qui distribuait des gâteaux et de l'argent aux agents et des policiers anti-émeutes et aux manifestants contre la Russie. Parce qu'il y avait deux blocs, des pro-russes et ceux qui étaient contre les Russes. Ceux qui étaient contre les Russes étaient pro-européens. Et le président qui était à l'époque en Ukraine, Yanukovych, était un président pro-russe. Tandis que la première ministre qui était avant, Yulia Tymchenko, qui était arrêtée, sous prétendu qu'elle voulait que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Alors que les accusations ne se portaient pas sur son souhait, sur ses envies d'entrer de l'Ukraine en Union européenne. C'était parce qu'il y avait un problème de vol. Il avait volé l'argent des gaz qu'on avait découvert comme
George Soros qui gère ses avoirs dans les offshore. Tel était le cas de l'arrestation de Yulia Tymchenko. Et comme n'est pas là le sujet, je dois vous dire l'objectif principal de George Soros en Afrique. Son objectif est de promouvoir l'économie du marché, l'ultra-libéral, pour mieux contrôler l'Afrique. Et je dois vous dire le pourquoi, je dois vous expliquer pourquoi l'économie du marché qui dirige le monde, l'économie du marché qui est dangereux pour l'Afrique. Je serai obligé de tenter de vous expliquer. D'abord, la première des choses, que cette économie du marché est extrêmement dangereuse pour l'Afrique, et que lorsqu'on libéralise tout le secteur public, c'est-à-dire que le privé peut s'ingérer dans le secteur public, ce qui va permettre aux entreprises étrangères de venir s'installer, pas en Afrique pour créer des emplois, mais justement pour l'exploitation. Comme actuellement, par exemple, dans le cas de la République démocratique du Congo, dont je maîtrise, on a libéré les secteurs miniers. Et lorsque le secteur minier est libéralisé, les entreprises exploitant le minerai vont venir pour exploiter les minéraux dans des conditions désastreuses. Faire travailler des gamins de Bambay, enfin d'acheminer, de cheminer tout ce bien, toutes ces matières en Europe. Et lorsque ce matière arrive en Europe, qui crée des téléphones portables, des ordi, va permettre de créer des emplois, pas des pays où il y avait eu l'exploitation, mais dans des pays de cheminement. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire que les exploitants n'auront absolument rien à bénéficier dans cette économie du marché. Si vous voyez par exemple des banques en Europe, vous voyez par exemple de grandes entreprises en Europe, construisent des immeubles, construisent des appartements, construisent des autoroutes, mais ils ou elles ne feront pas la même chose en Afrique. C'est-à-dire que ces patrons, ces entreprises ne vont pas construire des autoroutes en Afrique. Ils vont vous dire, comme tous les Africains commencent aujourd'hui, l'économie du marché, l'économie est mondiale. Tandis que l'État ou le pouvoir politique reste national parce que le pouvoir politique dicte ses lois que dans une nation. Alors que l'économie du marché est extrêmement dangereuse, même dans les États européens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que toutes les grandes entreprises sont fusionnées pour le moment. Ils ont la puissance de faire basculer, de faire tomber à tout moment un pays. Je prends un exemple, un cas précis. Une entreprise comme Renault, constructeur de voitures, rachète autant des actions, par exemple, en Boeing, en Toyota. Et lorsque ces gens-là qui collaborent, qui travaillent dans la fusion, qui travaillent dans la mixité, entrent en hostilité avec un pays, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont se collaborer, ils vont se joindre pour dire qu'il faut faire tomber ces gouvernements. Il faut faire tomber tout ce qui va contre notre volonté. Et pour faire tomber un gouvernement, c'est très simple. Ils vont passer par ce qu'on appelle l'agiotage, comme je vous l'avais dit au départ. Et l'agiotage consiste à quoi? Consiste à gérer nos avoirs. Et lorsque le bien est géré, le produit gelé, va devenir important dans le marché. Et lorsque ce produit est important dans le marché,
C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va provoquer? Ça va provoquer de ce qu'on appelle l'inflation. Voilà. Ce qui va créer de l'inflation. On cherche par exemple des pommes de terre. Et que le producteur de pommes de terre ont gelé leurs pommes de terre. Dans le marché, on cherche. Il n'y a pas de produit. Lorsque le produit sort en petite quantité, le prix va se varier. Puisque tout le monde en a besoin. Et comme j'ai besoin de pommes de terre, même si je l'achetais auparavant à 3 euros, cette fois-ci, je dois commencer à l'acheter à 10 euros. Parce que les produits vont commencer à se vendre comme vente aux enchères. Si moi je ne veux pas, si moi je ne souhaite pas, il faut savoir que l'autre va acheter. Parce qu'on est à la recherche de ces produits. C'est ça ce qu'on appelle l'agiotage. On va stocker nos avoirs. Et lorsqu'il y a ce stockage des avoirs, il y aura aussi ce qu'on appelle le chômage. Chômage en ébullition va provoquer quoi? Va provoquer la colère de la population. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut créer? Il faut créer des mouvements citoyens. Il faut créer des mouvements citoyens. Et des mouvements citoyens vont se lever pour dire que nous, la jeunesse, on ne se retrouve pas. Et comme on ne se retrouve pas, il faut changer. Et qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut d'abord commencer à changer la mode de gouvernance. Changer le dirigeant. Et lorsqu'on change le dirigeant, là, la volonté accomplie. La volonté est accomplie. Des puissances financières. C'est ça la gravité de l'économie du marché. C'est l'économie du marché, c'est elle qui dicte ses lois dans le pays. Et si dans des pays puissants, qui sont devenus des pays de protectionnisme, c'est-à-dire qui protègent, pas dans le sens de protection des valeurs, mais protègent les avoirs de ces gens-là, et a fortiori dans des pays pauvres, dans des pays qui n'ont pas de décision sur leur terre. Voilà pourquoi je vous ai dit que le monsieur George Soros, son objectif est que les pays africains ouvrent partout l'ultralibéralisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'ultralibéralisme. Tout le secteur soit ouvert. Qu'on libéralise tout le secteur. Et comme ça, lui va commencer à dicter ses lois. Lui va commencer dans ses appétits expansionnistes de contrôler tout le pays africain comme il est en train de contrôler à l'instant. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a commencé d'abord en Afrique? Il a commencé à soutenir les jeunes étudiants noirs en Cape Town dès 1979. Là, on est en pleine crise d'apartheid en 1979. Son objectif est hétéroclite de ce monsieur. Parce qu'il voulait soutenir les Noirs dans leur lutte contre l'apartheid. Ce n'est pas parce que ce monsieur aime les Noirs. Bon, je saute cette espèce qu'on m'avait autrefois faire comprendre. Il ne faut pas parler de Noirs, de Blancs. Bon, je ne sais pas s'il faut exempter parce que cette hiérarchisation, comme avait dit Lilian Thuram, n'a pas été sortie de nous, mais on sait tout provient ces genres des inepties. Bon. Mais justement, l'objectif de ces messieurs était d'aider la famille Malan. La famille Malan. Une famille richissime de l'Afrique du Sud. Cette famille est atterrie en Afrique du Sud parce que leurs grands-parents, Malan, qui était journaliste en France, avaient fui la France de Louis XIV. Parce que
il publiait certaines choses qui étaient contre la monarchie. C'est ainsi que le monsieur avait pris la fuite et s'est exilé comme d'autres fermiers blancs en Afrique du Sud. Et ces familles luttent en faveur aussi de cette politique libérale. Vous voyez comment il y a l'annexion, il y a la mixité de tous ces gens qui s'orientent dans la même chose, qui cherchent justement l'intérêt. Bien qu'ils sont en Afrique, mais ils cherchent l'intérêt, pas des Africains. C'est ce qui fait la famille Malan. Et l'autre fois, lorsque je viendrai pour expliquer, je vais expliquer aussi ce qui s'est passé en Afrique du Sud, dans le sens réel, dans le sens concret, où les jeunes Sud-Africains commençaient à brûler, à calciner leurs propres frères nègres. Et les médias occidentaux qui démontraient que, voilà, après l'apartheid, les Africains s'entretuent entre eux. Cette phrase qui doit être démasquée. Il y a, c'est vrai, ce qu'on appelle des time shit en Afrique du Sud. C'est-à-dire des bidonvilles, des gens qui souffrent. Et s'il y a une portion, il y a une grande quantité, pardon, de gens qui souffrent, il y a la facilité de manipuler. Et cette petite partie qui souffre, il y a des Zoulous qui sont, pour la majorité, qui dorment dans des bidonvilles. Il y a des Xhosa. Xhosa, c'est le tribu de Madiba, Nelson Mandela. Qui restent toujours dans l'aubaine des fermiers blancs. Et ils sont faciles à manipuler. Et comme à l'instant en Afrique du Sud, il y a sous forme d'inversion. C'est-à-dire que l'apartheid a changé le camp. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer que ces gens-là sont hyper méchants. Pour que l'Afrique, toute l'Afrique, tous les pays africains puissent dire que vaut mieux lorsqu'il y avait l'époque d'apartheid. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion. Et Soros, pour revenir, n'agit pas d'une manière directe. C'est-à-dire, il ne soudoie pas directement ces sujets. Il passe derrière des différents organismes qui sont des branches de l'Open Society. Et d'autres travaillent même en collaboration avec Open Society. On a d'abord ce qu'on appelle Osiwa. La majorité des gens qui habitent en Afrique connaissent ce qu'on appelle Osiwa. Parce que c'est une fondation qui joue un grand rôle. Un rôle très accablant chez Open Society. Il est dans plusieurs pays d'Afrique. C'est ce que je vous avais dit que la majorité des Africains connaissent Osiwa. Osiwa se trouve au Bénin, en Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigérian, Sierra Leone et Sénégal. Cette ONG a pour objectif, dans les réseaux de Open Society, son objectif est pour défendre tous les gens qui sont arrêtés dans le cadre de la démocratie. Et en l'occurrence, ils sont là pour subventionner tous les mouvements citoyens. Vous allez me demander comment il fait pour financer ces mouvements citoyens. Comme je vous avais dit, vous devrez vous aussi vous questionner. Ces mouvements citoyens impriment des tracts. Ils ont des t-shirts. Ils distribuent pendant des manifestations. Ils ont des calicots de pancartes pendant leur marche. Il faut se questionner. D'où trouvent-ils tous ces moyens pour imprimer des tracts, des calicots, des t-shirts? Et leurs dirigeants également voyagent presque partout. Ils se regroupent
dans le cadre de leur mouvement citoyen, s'il y a par exemple une assemblée internationale, je ne sais pas, ils voyagent aux États-Unis, en Europe, même dans des pays africains, dans différentes villes de pays africains. D'où trouvent-ils ce moyen? C'est ça la question à se demander. Puisque lorsque vous adhérez dans ces mouvements citoyens, il n'y a pas la cotisation, ni mensuelle, ni annuelle. Et vous ne me demanderiez plus pourquoi ce monsieur finance ces mouvements citoyens, parce que je viens de décider. Et la majorité de ces mouvements sont financés à travers cette plateforme qu'on appelle Osiwa. Osiwa, c'est une branche de Open Society, une fondation de George Soros. Il finance aussi, en dehors de Osiwa, il y a ce qu'on appelle RSF, Reporters sans frontières. Là, on est maintenant dans le cadre des journalistes. Un grand réseau dont son rôle consiste à défendre la liberté de presse. Mais quelle presse que RSF défend? Le 22 novembre 2019, RSF, c'est-à-dire que cette association, c'est ONG, avait condamné le gouvernement vietnamien pour avoir arrêté Phan Chinh Dong, journaliste indépendant qui fait la propagande contre le communisme dans son pays. Là, on revient toujours dans le cadre du communisme. Le communisme qui ne prévoit absolument pas, qui ne donne pas l'accès à l'économie du marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre, il faut briser le communisme partout où il est. Le briser dans son intégrité. C'est ça l'objectif. C'est ainsi que tout le leader ou tout le journaliste, le musicien qui s'oriente dans cette direction doit se voir soutenu par George Soros. Il accompagne activement la profession journalistique. À Bénin, vous avez Union de profession des médias du Bénin. En République démocratique du Congo, il y a une radio des missions des Nations Unies qu'on appelle Radio Okapi, qui donne toutes les informations, mais qui n'informe absolument pas à propos de la MONUSCO. Puisque récemment, il y a eu une information précise, une information avérée, dans laquelle on démontrait comment les militaires de MONUSCO donnaient des uniformes. Ils armaient les camps de réfractaires au lieu de les mater. Mais la radio Okapi n'a pas donné cette information. Les mouvements citoyens n'ont pas informé les mouvements citoyens siégeant en République démocratique du Congo, Filimbi et Lucha, n'ont pas informé à la population ou n'ont pas exigé à la population ou à leurs membres, bien évidemment, de protester contre la MONUSCO. Et je ne vois même pas l'importance d'où les Nations Unies créent des MONUSCO, mission des Nations Unies pour le Congo, les missions des Nations Unies pour Sénégal, les missions des Nations Unies pour Mali. Ils devraient plutôt créer MONUSCRI, mission des Nations Unies pour l'Israël, ou MONUPA, mission des Nations Unies pour la Palestine. Il y a aussi des échauffourées en Europe, surtout en Europe de l'Est, mission des Nations Unies pour l'Ukraine, ou mission des Nations Unies pour être du côté des Gilets jaunes. Mais on ne voit absolument pas l'importance. Mais la liste, elle est extrêmement exhaustive. Les cités des radios, de télévisions qui sont subventionnées par George Soros,
il y a Okapi en République démocratique du Congo, il y a Wada en Zimbabwe, il y a Web Télé en Burkina Faso. Web Télé qui a joué un grand rôle pour la chute de Blaise Compaoré. Et tous ces objectifs, c'est pour animer les sociétés civiles. On créait des organisations civiles partout en Afrique. Et d'autant plus en Afrique de l'Ouest. Et là, je pense qu'on est entré dans un virage qui va animer le sujet d'aujourd'hui. En 2011, il y a eu la création des mouvements qu'on appelle en Sénégal Y'en a marre. Un mouvement qui avait pour objectif principal de faire barrage à Abdoulaye Wade, qui voulait briguer un troisième mandat. Je dois y venir tout de suite pour vous expliquer point par point. Mais je dois d'abord revenir pour vous faire comprendre en ce qui concerne les ONG, parce que c'est aussi important, avant vraiment de vous faire réaliser la gravité des mouvements citoyens en Afrique. On a ONG ou une association qu'on appelle Human Rights Watch. Human Rights Watch, dont le directeur exécutif est un juif Kenneth. Donc, on peut dire que ces mouvements devraient être plutôt acceptés dans son propre pays. Parce que le directeur exécutif est un juif. Mais celui-ci est un proche aussi de George Soros. C'est ainsi que dans leur propre pays d'origine, l'Israël, le 19 avril 2019, un tribunal israélien a avalisé la décision du gouvernement d'expulser le directeur de Human Rights. En 6 Cisjordanie, le monsieur Omar Shakir, après avoir constaté que les entreprises opérant les colonies en Cisjordanie bénéficiaient des violations des graves des droits de l'homme, était quelque chose comme ça. Donc le monsieur même n'a pas été accepté dans le pays où le directeur de cette association est originaire. Et pourquoi en Afrique, les gens continuent de croire à Human Rights? Et je vais vous expliquer à la fin, à la conclusion, vous faire comprendre quel est le véritable schéma des Human Rights de ces pays. Ces pays Cour pénale internationale, on fait partie aussi. Ça va vous choquer. Mais telle est la vérité. Je vais vous lire dans la page 176 pour comprendre aussi comment la Cour pénale internationale a été créée. Et celle-ci est soutenue toujours par George Soros. George Soros qui est le parrain de tout le mouvement citoyen. Dans cette page 176, on dit la CPI, une justice internationale sous influence sorosienne. C'est une question. Et on répond à cette question. La création en 2002 de la Cour pénale internationale CPI. Celle-ci a été créée en 2002. Bien qu'on ne veut pas qu'on fasse dans le système juridique ce qu'on appelle rétroactif, c'est-à-dire que juger toute personne qui avait commis des actes qui entrent dans les cadres du traité de Rome, qui a créé ce pays, c'est-à-dire des gens qui ont créé des actes gravissimes antérieurs avant la création de celle-ci. Ce pays a dit niet, on ne fait pas rétroactif, on va juger juste tout ce qui est postérieur.
et je vais continuer, avec pour mission de juger les individus impliqués dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, fruits et compagnie menés par la coalition pour la Cour pénale internationale. Voilà. Et les fruits, c'est-à-dire la CPI, et les fruits d'une campagne menée par la coalition pour la Cour pénale internationale, CPI, une organisation financée et contrôlée par l'OCI, une organisation de George Soros, créée par Richard Dicker de Human Rights Watch, intervient ici. C'est-à-dire aussi a été créé par Richard Dicker, qui faisait partie des gens de Human Rights Watch, ONG soutenue par Soros, présidé par William Peace, le World Federation Movement financé par Soros, et dont le comité exécutif fait la part belle aux ONG de la mouvance Soros, Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, FDH. No Peace with Justice, Human Rights First, un rôle de coordinateur et de facilitateur entre l'ensemble et les ONG ainsi qu'entre celles-ci et la Cour a d'ailleurs été dévolue à la CIP. Vous comprenez que tous ces organismes prétendus internationaux sont soutenus par George Soros. Et qu'est-ce qu'elles font pour schématiser cela comme je vous l'avais promis? Ils cherchent d'abord ce qu'on appelle la libéralisation extrême de tous les secteurs publics. Lorsque le secteur public est libéralisé, lui va contrôler à travers ses entreprises. S'il trouve que les gouvernements, le président entre en hostilité avec ses intérêts, il va déclencher ce qu'on appelle l'agiotage. Lorsque l'agiotage dont j'avais fait l'analogie tout à l'heure est déclenché, qu'est-ce qui va se passer? On va chasser le président. Et si le président pratique des répressions, veut réprimander la population, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des ONG, des Human Rights, qui vont faire un rapport. Il y a des Amnesty International partout qui vont donner des avocats pour aller plaider contre le président en faveur des familles des victimes. Et les rapports qui doivent être récoltés dans tous ces ONG vont aller par la suite à la CPI. Et enfin, la CPI. Voilà comment ce monsieur opère. Et on n'a pas fini là. On a dit sur le plan budgétaire. Là, on parle sur le plan budgétaire de ce pays. De la CPI. Les contributions des États partis couvrent la dépense de la CPI. Mais celle-ci peut aussi recevoir des fonds des donateurs privés. Et elle aura notamment reçu des fonds de la coalition For International Justice, organisation aujourd'hui dissoute, mais qui était financée par George Soros. Voilà où on est. Même lorsque on veut, par exemple, choisir un procureur de la CPI, ce mouvement ou ces ONG internationales, ces organismes internationaux donnent aussi leur avis. Dans la nomination de Bensouda, dont on n'a même pas compris l'essence parce qu'il file la ministre de la Justice de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh qui fut un grand dictateur féroce, comme on le traite. Mais, quand même, ce qui est de très éberluant, on est éberlué de voir à la tête de cette institution ainsi prodigieuse pour les nations. Je dirais plutôt pour les nations africaines que pour les nations africaines parce qu'on ne juge pas d'autres chefs d'État en dehors des chefs d'État africains. À la tête, quelqu'un comme Bensouda. Et ce Bensouda est réputé proche des Soros. Vous voyez comment
on vous pollue avec des informations extrêmement magnanimes que vous n'arrivez pas à comprendre, à cerner la vérité qui se cache derrière tout ça. Et dans cette page où on continue, on dit, il y a des gens qui sont connectés à Soro. Il y a Sidiki Kaba. Sidiki Kaba, c'est un Sénégalais qui a travaillé dans l'Amnesty International. Amnesty International, qui est financé par George Soros. Il y a le juge Sylvia Alexandre Fernandez Gourmendi est également réputé avoir des liens avec mouvance des Soros. Et qui est ce juge Sylvia Alja Fernandez de Gourmendi? En dehors de Ocampo, on n'en parle même pas parce qu'il y a autant de rapports de Mediapart et de l'Europe Investigation qui ont publié dans chaque point comment ce monsieur était corrompu, comment ce monsieur ne devrait même pas être à la tête ou être procureur parce qu'on a découvert qu'il avait aussi des comptes offshore dans des îles Caïmans. Et le monsieur était devenu le procureur de ces pays. Et il y a un scandale à la CPI, parce qu'il y a toujours des scandales à la CPI, dont la juge Sylvia Alexandra Fernandez Gourmendez a été impliquée dans une affaire de corruption, recruter de faux témoignages afin de faire inculper le président soudanais Omar al-Bashir. Omar al-Bashir, le monsieur dont j'avais dit certaines choses sur lui, bien que j'avais condamné tout ce qui s'était passé en Soudan récemment. Mais le monsieur avait fait l'objet de poursuites alors qu'il était encore en exercice de son pouvoir. Il y avait 5 charges qui pesaient sur lui, tandis que son pays n'était pas membre signataire de la CPI. Bon, on n'en est pas là. Je reviens pour... C'était juste pour vous faire comprendre comment ce monsieur transite par tous les moyens pour accabler les Africains. Et vous voyez que dans tous ces mouvements citoyens, comme je vous avais dit, ils ont un caractère commun. Pas d'adhésion, pas de frais d'adhésion. Ils n'arrivent pas à dénoncer l'impérialisme s'ils le font juste par filigrane, juste pour briller la piste. Mais ils ne mentionnent pas vraiment dans le vrai caractère pour dire aux Africains, il faut faire très attention. L'ONU doit quitter le lieu parce qu'on connaît. Lorsque vous lisez le livre « Le cauchemar humanitaire » de James Orbinski, ancien président de Médecins sans frontières, dans la page 17, où il dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit, les États-Unis, sous drapeau humanitaire et mandatés par l'ONU, prendraient la tête d'une intervention militaire en Somalie. Et en quelques mois, l'intervention humanitaire viendrait à utiliser la force dans un effort maladroit pour rétablir un pouvoir étatique. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis ont demandé un mandat auprès des Nations Unies pour intervenir dans le sens humanitaire, alors qu'ils avaient des objectifs extrêmement sournois pour établir l'homme dont eux voulaient. Parce qu'ils ne voulaient pas de Siad Barré, l'ancien président somalien. Entre 6 à 10 000 Somaliens seraient alors frappés, torturés et tués par les troupes humanitaires. Ça, je renvoie à l'illusion de ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans laquelle la MONUSCO donnait des armes, des tenues à un mouvement rebelle, à des troupes rebelles, pour combattre contre l'armée active, l'armée nationale, dont l'objectif était justement de piller le pays.
Et il continue, Italiens, Belges, Canadiens, Américains. Les forces de l'ONU ont consciemment bombardé les hôpitaux et l'opinion publique somalienne s'est retournée contre la mission de l'ONU. Combien de fois on va vous dire que tous ces gens-là sont pour objectif d'enchevêtrer l'Africain. Mais nous, on pensait que la création des mouvements africains, ce qu'on appelle des mouvements citoyens, des jeunes, la jeunesse révoltée, éveillée, va comprendre comment ces gens-là opèrent contre leur nation. Mais ils sont devenus, les jeunes sont devenus des moutons de Panurge, sans en saisir l'opportunité de comprendre que la révolution colorée ne consiste pas et ne peut être ou ne peut faire l'objet bénéfique pour l'Africain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je me suis décidé de dénoncer tous ces mouvements citoyens. On a les mouvements qu'on appelle les mouvements Y'en a marre. Comme je vous avais dit, qui étaient créés pour des circonstances bien précises contre Abdoulaye Wade en 2011. Parmi ses cofondateurs, on a des personnalités publiques, parce qu'il y en a beaucoup, parce que George Soros ne recrute pas n'importe qui. Il recrute des gens qui ont des verbes oratoires, qui ont des leviers, des pouvoirs de convaincre, qui ont des arguments mâchus, de convaincre les jeunes, de s'y adhérer. On a des rappeurs. On a des rappeurs comme Thiat, et qui le fait? Thiat est dans le vrai nom de scène Cyril Touré. Comment ces rappeurs ont su à bouleverser la psychologie des jeunes par l'air magma? C'est vrai, ils s'opposaient contre la candidature du troisième mandat d'Abdoulaye Wade, ce qui est aussi quelque chose à féliciter. Et lorsqu'ils s'opposaient, là je parle de ces deux rappeurs, il s'est fait que l'un d'eux a été arrêté, Thiat a été arrêté. Et lorsqu'il a été arrêté dans la division des investigations criminelles DIC en Sénégal, juste à l'annonce de son arrestation, parce que il dissimulait des messages qui attisent autant de convoitises dans la psychologie de la jeunesse. Et le jeune s'est levé juste devant cette division des investigations criminelles pour soutenir le rappeur. Alors que les rappeurs, lui, à son tour, recevaient déjà des financements de l'Open Society à travers Osiwa. Osiwa dont j'avais cité tout à l'heure. Osiwa branche des Open Society Foundation. On a aussi, en République démocratique du Congo, j'avais cité déjà, Filumbi et Lucha. C'est disent autant aussi des mouvements apolitiques, jeunes hyper connectés, jeunes conscientes, mais la particularité est que il y a la collaboration. Et lorsqu'il y a la collaboration, on ne peut pas dire que, bon, ils collaborent parce qu'ils ont la même idéologie, ils ont les mêmes objectifs, les mêmes ambitions d'enfléchir les gouvernements de leur pays. Pourtant, la réalité est contraire. Lorsque, par exemple, le 15 mars 2015, il y a eu une organisation internationale de tout le mouvement citoyen qui était à Kinshasa, auquel avaient participé des leaders du Sénégal, de Togo. Et quelques mois après, ils se sont retrouvés à Île de Gorée, à l'occasion aussi d'une grande manifestation concernant des élections et de bonne gouvernance en Afrique.
cette manifestation, et cette réunion a été financée par la fondation allemande qui s'appelle Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. De Joseph Adenauer qui fut chancelier allemand, dont on a surnommé le nom de cette fondation. Et cette association, Konrad Adenauer, est proche de Osiwa. Et Osiwa est l'une de branche de Open Society Foundation de George Soros. Voilà le cordon qui est toujours dans le cadre de Open Society contrôlé par George Soros. Et pourquoi la jeunesse n'arrive pas à cerner? Parce que leurs leaders, ils ont un seul leitmotiv qui consiste à dire un changement. Vous avez fait des études pendant longtemps, vous avez fini en économie, en droit, en médecine, et vous ne trouvez pas de travail. Il faut qu'il y ait un changement. Et à partir de ce genre de leitmotiv, slogan, ils arrivent à drainer autant de foules. Je ne dirais pas que la jeunesse a tort ou a raison. A tort lorsque elle n'arrive pas à ausculter la puissance financière, mais a raison lorsque elle aspire au changement. Parce qu'il se trouve qu'elle n'a pas d'autre pays en dehors des nations qui les a été attribuées en 1885 en conférence de Berlin. Ça fait bizarre de le dire ainsi, mais c'est ça la réalité. Mais il y a aussi la solution pour contrer cette montée. Il y a une solution pour soustraire cette hégémonie sorcienne. Je vais vous dire déjà en 1979, parce que ce mouvement s'est créé il n'y a pas longtemps, bien que Soros est entré en Afrique en soutenant des étudiants sud-africains depuis longtemps, et jusqu'alors, il soutient aussi des étudiants dans nombreuses universités africaines. Mais en 1979, les Africains avaient une initiative de créer une convention portant création de l'Agence panafricaine d'information. PANAF. Non, PANA, si je ne me trompe pas, qui était créée en avril 1979. Et dans le préambule de cette charte de création de PANA, dans le troisième paragraphe, stipule que, conscient de la nécessité impérieuse de soustraire, proscrire au sens féminin, comme je dis toujours, soustraire l'information impérialiste. Si cette initiative avait vu le jour, la puissance sorosienne n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas avoir autant de potence aujourd'hui. Parce que son objectif aurait certainement d'orienter résolument vers la promotion des développements des cultures, des civilisations africaines. Vous allez par exemple en France, ils ont France 24, RFI, juste pour donner des informations, alors que ce ne sont pas des informations, mais ce sont des transpositions des idéologies. En Europe, dans l'ensemble, ils ont ce qu'on appelle Euronews, qui donne de l'idéologie. En Russie, la Russie a créé Arte, une chaîne télévisée qui est presque partout, diffusée partout dans le monde. Aux États-Unis, on ne peut même pas parler. Les Allemands, ils ont
Deutsche Welle. Mais l'Afrique continue à rêver. Et vous allez voir même, ils nous avaient dit qu'ils vont créer une banque pour l'Afrique, BAD, une banque africaine pour le développement qui avait vu le jour comme projet. Le projet avait vu le jour depuis 1963. Le projet a été signé à Khartoum. Mais c'est alors que le projet commence à aboutir. L'Africain doit sortir dans ses sarcasmes des rêveries. Quitter cette espèce à croire au Père Noël. À penser que tout va provenir de l'Europe. C'est ainsi que moindre problème, vous voyez, la jeunesse africaine appelle l'Union européenne. Il faut venir à notre secours. Alors que nous sommes les premiers à dire que ces gens-là sont des voleurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, que l'argent qui est dans nos porte-monnaies provient d'Afrique. C'est l'ancien président français Jacques Chirac qui l'a dit. Et lorsqu'il a dit ça, il disait ça pas d'une manière caricaturale, cabotine. C'était justement pour épingler la réalité de la richesse de l'Europe, d'où elle provenait.